Tout à l'heure, le professeur Missa a dit qu'en quatrième partie, l'homme allait devenir, ou on allait le rendre plus intelligent et donc plus heureux. Mais je n'ai pas très bien compris pourquoi on serait plus heureux parce qu'on serait plus intelligent. Oui, enfin, c'est pas mon idée, évidemment, c'est l'idée des transhumanistes qui reprennent la philosophie des Lumières. Et donc, c'est pas uniquement lié à l'intelligence, c'est lié aux quatre branches de cette maxime: être en meilleure santé, vivre plus longtemps, être plus intelligent pour être plus heureux. Donc, c'est l'idée que grâce aux biotechnologies, on va pouvoir contrôler son corps et être plus heureux. Donc moi, je ne partage pas ce point de vue, mais il n'y a pas un lien direct avec l'intelligence. Mais c'est vrai que les transhumanistes, en tout cas Nick Bostrom, considèrent qu'il est un disciple de la philosophie des Lumières, et cette notion de perfectionnement de l'être humain, elle apparaît avec des philosophes comme Condorcet. Évidemment, à l'époque du XVIIIe, la notion de perfectionnement était davantage liée à l'éducation, puisque la médecine était très peu développée. Mais même dans Condorcet, on voit des passages liés à la médecine, et Condorcet écrit à certains moments que peut-être qu'avec les progrès de la médecine, un jour, on va pouvoir prolonger la vie. Donc cette notion était déjà présente. Non, il n'est pas absent, parce que certains transhumanistes veulent aussi moduler les émotions. C'est une des branches du transhumanisme, parle d'amélioration morale. Donc amélioration morale avec certaines drogues ou certaines technologies qui interviendraient directement sur l'esprit et le cerveau. Donc les émotions sont également prises en compte par ces penseurs transhumanistes. Moi, je suis évidemment très sceptique sur la possibilité d'améliorer la morale via la biotechnologie ou l'intelligence artificielle, mais le débat est là. Et donc, Julian Savulescu, par exemple, a fait vous pouvez trouver ça sur Internet, il a donné une conférence dans le cadre au forum de Davos, une conférence de 10 minutes, où il explique comment on va pouvoir moduler les émotions pour rendre l'homme meilleur. Moi, je suis on ne peut plus sceptique, mais voilà. Si je pouvais ajouter quelque chose, en fait, sur la question des émotions, pour une machine, il y a des choses qui sont perceptibles dans le moindre mouvement des yeux, etc. Par exemple, Harari, qui était l'auteur d'Homo sapiens, Sapiens Homo Deus, et qui maintenant a écrit un livre qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle, qui est un livre grand public, mais de grande qualité, je trouve. Eh bien, il dit que lui-même, il a découvert à 19 ans qu'il était homosexuel, et il dit que une machine, une caméra sophistiquée peut déceler dans son regard, dans la manière ou dans tout un ensemble d'éléments, il peut déceler ce qui l'attire, même s'il ne montre pas, plutôt un homme qu'une femme, puisqu'il est homosexuel. Et donc, avec des capteurs, des senseurs et des choses comme ça, l'émotion d'un individu peut être comprise par une machine. Et il donne l'exemple de la musique, parce que vous recherchez toujours dans certaines circonstances un morceau de musique qui pourrait vous convenir. Eh bien, il se peut très bien qu'avec tous les algorithmes, YouTube, etc., si effectivement vous avez donné des informations, vous en donnez tout le temps quand vous êtes sur vos machines, il ne faut pas simplement avoir une caméra, même si ce n'est pas visible, eh bien, à un certain moment, le système, l'algorithme, vous donnera un morceau de musique qui correspondra à vos émotions actuelles. Alors,
Alors vous allez dire, est-ce que ça va faire de la grande musique? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de simplificateur? Je n'en sais rien. Mais je dirais, pour ce qui concerne la musique de divertissement, ça peut très bien marcher, vous pouvez très bien. Et donc, à partir de ce moment-là, vous abdiquez d'une certaine façon ce qui est essentiel, parce que dans les décisions, l'émotion joue un rôle très important. L'émotion, c'est pas quelque chose, c'est pas une intuition mystique, c'est un calcul neuronal intérieur qui va très vite et que vous ne comprenez pas. Et je trouve que cette façon d'abdiquer les décisions, puisque je l'avais dit tout à l'heure que la philosophie, c'était plutôt de donner le sens de la responsabilité des décisions. Regardez quand vous vous baladez avec votre TomTom. Vous n'avez plus vous-même devant une carte en décidant où vous allez aller, vous vous laissez guider aveuglément et quelque part, la plupart du temps c'est bien, la plupart du temps c'est mieux. Mais jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où Google sait-il mieux que vous ce que vous devez décider? Vous voulez choisir un boulot, vous commencez des études, vous avez 18 ans, vous connaissez rien, etc. La machine va vous... Bon, à un certain moment, vous vous dites il y a des choses très très utiles là-dedans, et c'est vrai, et en même temps ça apparaît, on doit réfléchir au moment où ça peut basculer, c'est-à-dire où ça peut faire que nous abdiquions notre liberté, les choix qu'on fait dans une demi-obscurité qui font le sens de l'existence. Donc il y a des problèmes immenses qui se posent de ce point de vue-là, mais ça concerne aussi les émotions. Oui, pardon. De ce côté-ci, à gauche, pardon, à votre droite. D'abord, merci Monsieur Archer, parce que pour la première fois, je viens de réaliser que Matrix était une adaptation du mythe de la caverne. Une petite précision sur vous faisiez référence aux photos. Je ne vous vois pas, vous êtes où dans la salle? Voilà, d'accord. Donc vous parliez je ne me rappelle plus de cet auteur israélien là, qui a publié plusieurs livres. Et donc, le psychologue, cette expérience-là a déjà été faite par un psychologue de Stanford. Et donc à partir de 5 photos qui sont captées sur des sites ou genre Tinder ou etc., on peut déterminer l'orientation sexuelle des gens à 81%. Avec une photo à 81%, avec 5 photos, on peut déterminer l'orientation sexuelle des gens à 91%. Donc je laisse réfléchir chacun sur ce que ça veut dire. Et puis plus précisément, donc maintenant quand même une question. Est-ce que vous pouvez imaginer, Monsieur Missa plus particulièrement, ma question est dirigée vers vous. Est-ce que vous pouvez imaginer un transhumanisme qui ne conduirait pas de manière inéluctable à un eugénisme? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Il y a plusieurs choses dans votre intervention. Donc, j'ai d'abord Harari et puis la question de l'eugénisme. C'est vrai que Harari, en particulier dans la 3e partie de son ouvrage Homo Deus, qui à mon avis est un livre très important, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande très chaleureusement, en particulier la 3e partie consacrée aux technologies et au transhumanisme. Harari, en fait une sorte de déconstruction de l'humanisme, puisque dans l'humanisme, on se base essentiellement sur ce qu'il appelle le feeling, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça au niveau de la vie personnelle, mais aussi au niveau politique. Et ce que montre Harari, c'est qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Comme d'ailleurs la liberté pour lui est une mythologie qui n'est plus adaptée vraiment au XXIe siècle. De la même façon, pourquoi se baser sur nos impressions, sur notre vécu subjectif, alors que dans les faits, Google nous connaît mieux que nous? C'est un peu ce que disait Guy. Et il prend quelques exemples qui sont plus ou moins convaincant. Donc, effectivement, si on prend Waze ou un système de guidage, c'est sûr qu'il est beaucoup plus efficace, même s'il ne connaît pas Bruxelles. Moi, je suis né à Bruxelles, mais pourtant, Waze connaît mieux Bruxelles que moi. Et de la même façon, si avec un système deep learning, on peut, et des senseurs qui seront intégrés au corps, si Google a accès non seulement à mes choix sur Internet, mais aussi à la perception de mes émotions lorsque je lis un livre électronique, à un certain moment, Google va connaître des choses que même mes proches ne connaîtront pas.
Et s'il me connaît mieux que mes proches et peut-être mieux que moi, il va pouvoir m'aider non plus à trouver mon chemin dans Bruxelles ou dans Londres, mais simplement à prendre les bonnes décisions dans ma vie. Donc en plaisantant, j'ai dit un jour à mon psychanalyste, parce que justement j'allais arriver en retard, mais Waze, grâce à Waze, j'ai pris des petits chemins, des chemins de traverse et je suis arrivé plus ou moins à l'heure. Et je disais, mais il me faudrait un Waze dans la vie pour m'aider à prendre les décisions. Donc j'ai ça évidemment en plaisantant, et Harari le dit à moitié oui, il le dit sérieusement, même s'il n'encourage pas, il le dit plus ou moins sérieusement. Et ça donnait d'ailleurs, il y a eu une très belle discussion entre Michael Sandel, le penseur naturaliste bioconservateur, et Harari, où Sandel, qui est évidemment très, très poli, très courtois, disait quand même choisir ses amis via Internet, demander à Internet de choisir pour nous nos amis, ça je ne peux pas l'accepter. Et Sandel disait parce que on n'a pas besoin que nos amis correspondent à un profil prédéfini. Donc les amis, ça se fait par hasard, et j'ai des amis qui sont extrêmement différents de moi, et c'est justement parce qu'ils sont différents de moi qu'ils ont contribué à me changer. Alors Harari répond simplement, oui d'accord, mais alors on peut changer le paradigme et faire 70% par Google et 30% au hasard. Donc il a la réponse à tout. Alors sur la deuxième question, l'eugénisme, alors évidemment, oui, enfin, l'eugénisme fait évidemment partie du transhumanisme, sauf que c'est un eugénisme très différent, parce que quand on dit eugénisme, c'est un terme qui est directement péjoratif. On pense au meilleur des mondes, on pense à la politique eugéniste en Allemagne nazie, à ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres, mais cet eugénisme-là était un eugénisme contrôlé par l'État, avec en priorité l'idée qu'il fallait se débarrasser des individus jugés moins doués, les misfits. Donc c'était un contrôle par l'État de la reproduction de la population. Alors qu'aujourd'hui, on parle, alors je ne dis pas que c'est souhaitable ou pas, on parle d'eugénisme libéral. Ce sont donc les parents qui vont décider s'ils souhaitent ou non utiliser des techniques de diagnostic prénatal ou préimplantatoire, ou éventuellement, dans un futur relativement proche, le séquençage du génome et la modification directe du génome de leur futur embryon. Et là, bon, évidemment, quand on parle de modifier le génome d'un embryon humain, les premières réactions sont des réactions plutôt de peur, d'effroi, peut-être de dégoût, enfin des réactions émotionnelles négatives. Mais on ne peut pas simplement se contenter de cette réponse, parce que la technologie change la donne. Et à partir du moment où vous avez une technologie qui vous permet de modifier le génome d'embryons humains, à un certain moment, ce sera peut-être rationnellement mieux de le faire. Et certainement, enfin probablement, si lorsque vous faites le séquençage du génome de votre futur enfant, vous découvrez qu'il y a toute une série de choses désagréables. Et s'il est possible, sans effet secondaire, de remplacer ces fragments d'ADN désagréables, à savoir des choses qui codent pour une mucoviscidose, mais aussi des probabilités de développement de certains cancers ou l'apparition d'une maladie d'Alzheimer précoce, vous avez la possibilité de couper et de coller. On n'a pas la réponse pour vous, mais ce sera, enfin, on pourrait donner des arguments pour dire que c'est une bonne idée de le faire. Et là, vous allez avoir ce qui se passe avec les autres biotechnologies, une sorte d'effacement des frontières entre le thérapeutique et amélioratif, et on va passer du thérapeutique au préventif et au amélioratif. Donc, bien sûr, l'eugénisme fait partie intégrante du transhumanisme, mais c'est un autre eugénisme, c'est un eugénisme libéral. Et c'est pour ça qu'à mon avis, même si le roman de Huxley est tout à fait fascinant, Le meilleur des mondes. Huxley est un génie, il a aussi écrit Les portes d'aperception là, sur la question du LSD, etc., et des addictions. C'est un bouquin très intéressant aussi. Mais le modèle de Huxley ne correspond pas à ce qui est en train de se passer avec l'augmentation de l'humain, parce que l'augmentation de l'humain va être le produit de prises de décision individuelles liées aux nouvelles biotechnologies. Bonjour. Voilà, ma question est assez courte. À qui va-t-on demander de définir la santé avant d'avoir l'ambition de l'améliorer ?
Mais ça dépend. Si vous avez vu qu'on parle de santé physique et de santé mentale, et que quand on parle de santé mentale, évidemment qu'il va de soi que c'est une notion extrêmement controversée. Donc nous, en tant qu'humains, on en discute. La question est de savoir que deviendrait la question de la... Peut-être que la question de la santé disparaîtrait dans les idéaux du transhumanisme, puisque il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus d'accidents. S'il y en avait, on remplacerait les parties. Il y a un moment, j'ai dit tout à l'heure, ce fantasme du téléchargement de l'esprit dans un autre corps ou dans de multiples corps et des choses comme ça. À ce moment-là, vous sortez tout à fait, en fait, du corps humain. Et cette idée donc des transhumanistes est quand même l'idée qu'au fond la sélection naturelle a produit Sapiens avec plein de défauts et que cette machine, Sapiens, doit être corrigée. Alors que va devenir la santé dans ce cas-là? Qui va décider? Est-ce que c'est de nouveau une intelligence artificielle qui va décider ce qu'est la santé ou le meilleur niveau de ces individus? Est-ce que ce sera encore des individus? Personne n'en sait rien. C'était ma question. Alors suivante était... et l'être humain, la définition de l'être humain. Alors, il y a une grande question, et ça, Harari le dit aussi. Il dit d'abord la notion d'individu augmenté ou d'être humain augmenté. Augmenté, ça a une connotation quantitative, augmenté. Et il dit on veut l'augmenter avant d'avoir bien compris au fond ce qu'il en est de l'humain, quels sont les enjeux. Est-ce qu'on comprend tellement de choses, on connaît tellement peu de choses du cerveau? Est-ce que véritablement l'idée de dire on va augmenter, vous pouvez augmenter les performances d'une machine, d'une voiture, etc., dont vous connaissez, vous savez comment elle est construite, vous savez ce que vous voudriez et ce qu'elle fait qui est insuffisant. Donc le but est quelque chose de relativement clair, eh bien vous trouvez de plus en plus de moyens techniques pour essayer d'atteindre le but. Mais dans la question de la condition humaine, le but est tout à fait différent. C'est tout à fait différent parce que vous n'aurez... Et il va de soi que tout ça, tout ce que les transhumanistes essayent de distinguer, par exemple même donc le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, enfin tout un ensemble d'éléments qui sont à la base d'ailleurs des grandes créations artistiques. Mais vous prenez l'immortalité. Alors on dira, oui, les gens fuient la réalité, se fuient eux-mêmes, en particulier dans les addictions, parce qu'ils ont peur de la mort. Ça, c'est la condition humaine. Enfin, ils ont peur de beaucoup de choses, mais enfin, la mort, les tarots, s'ils réfléchissent à moyen terme, eh bien, à moyen terme ou à long terme, bon, on est tous morts. Donc, il y a quelque chose de tragique, c'est-à-dire cette idée que quand on commence à réfléchir et à long terme, on n'est pas comme si on avait, les jeunes peuvent faire ça, comme si on avait tout le temps devant soi. On n'a jamais tout le temps devant soi. Bon, supposez que vous soyez immortel, c'est-à-dire qu'on arrive, enfin que vous viviez très longtemps en tout cas, beaucoup plus longtemps, parce qu'on arrive à diminuer le vieillissement et rester jeune, enfin jeune dans votre corps, etc. Est-ce que ça ne va pas créer une angoisse? Vous avez des tas de gens qui sont angoissés, ça n'a rien à voir avec l'angoisse de la mort, ils sont en très bonne santé, ils ont une journée vide, ils ne savent pas comment la remplir, et donc cette longue vie de 200, de 300 ans, où vous allez être peut-être en concurrence avec des vrais jeunes, je ne sais pas, ça va susciter tout un ensemble. Donc, l'idée de dire que les gens seront heureux parce qu'ils auront dépassé le problème de la mort et puis qu'ils auront avalé des pilules de soma et qu'ils seront beaucoup plus intelligents, c'est un fantasme. Ce sont des choses évidemment qui sont... C'est vrai que Jean-Noël le disait dans l'Esprit des Lumières, on disait que la raison allait libérer les hommes, que la raison c'était pas simplement une connaissance, la science vaincra les ténèbres, hein, qui est la devise un peu ronflante de notre université, hein, la science vaincra les ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi le malheur humain. Et donc, ça, c'est une des vieilles ambitions. Mais je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas lu tous les transhumanistes. Dans ce que je connais, il me semble qu'il y a des simplifications redoutables et qu'on cherche à augmenter ce qu'on a défini déjà de façon simplificatrice. Et qu'il vaudrait mieux, mais je pense, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que ce sont des sujets, Jean-Noël, lui, est spécialiste, enfin, il s'intéresse à toutes ces choses-là, il faut le faire parce que ce sont des enjeux, c'est une telle, si vous voulez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un tel courant, un tel processus avec de tels moyens que c'est quelque chose dont la société doit s'occuper. Et pour ça, il faut un petit peu l'apprendre, il faut y réfléchir, il faut voir ce qui est fantasme, il faut voir ce qui peut se faire, ce qu'on voudrait faire, il faut distinguer les formes d'eugénisme, effectivement, tu as tout à fait raison, l'eugénisme autoritaire, étatique, etc. Et puis l'eugénisme libéral, c'est-à-dire soi-même, avant la création
avant l'embryon ou de changer et des choses comme ça pose aussi des problèmes, mais c'est tout à fait différent. Et si on ne fait pas toutes ces distinctions, et si on discute tout le temps, alors ici c'est un petit peu une pierre dans le jardin des philosophes, si on discute tout le temps de Platon ou des philosophes à l'époque des diligences, ce qui est très intéressant, mais qu'on ne comprend pas tous les enjeux aujourd'hui, qui sont parfois les mêmes, mais qu'il faut reformuler dans le contexte actuel, on rate quelque chose de très important. Oui, enfin, sur la question de la définition de la santé, je ne la connais plus par cœur, mais je crois que la définition de l'OMS est déjà un peu inconsciemment transhumaniste parce qu'elle inclut dans la définition de la santé la notion de bien-être. Alors pour un transhumaniste, le transhumaniste ne veut pas rester nécessairement à l'intérieur des frontières de l'humain. Fukuyama, d'ailleurs, lui qui est un penseur plutôt bioconservateur dans le bouquin que Guy mentionnait, essaie de définir ce qu'est la nature humaine avec un facteur X, mais c'est relativement maladroit parce qu'on ne parvient pas à définir la nature humaine. Mais les transhumanistes, eux, veulent dépasser cette nature humaine, d'une part via directement l'être humain, transformation par les biotechnologies, ça c'est une des mouvances du transhumanisme, et puis il y en a une autre qui part de l'intelligence artificielle, et notamment Kurzweil est un des auteurs qui était directeur de Google Recherche à un moment. Kurzweil, lui, considère que c'est la machine, on va donner à la machine non seulement l'intelligence, mais aussi peut-être un jour la conscience. Et si vous étudiez la pensée des premiers spécialistes de la cybernétique, des gens, ou de l'intelligence artificielle, des gens comme von Neumann et Turing, on voit que ce fantasme de créer une machine non seulement intelligente, mais aussi consciente est là dès le départ. Et Kurzweil, lui, annonce pour 2030, ce qui évidemment ne se réalisera jamais, la création de machines qui posséderaient une conscience, donc une expérience intérieure. Alors moi, je suis assez sceptique par rapport à cette hypothèse de création d'une machine consciente. Fukuyama, lui, s'intéresse presque uniquement au développement d'intelligence artificielle stupide, c'est-à-dire non consciente, mais c'est vrai qu'au départ, théoriquement, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas un jour créer une sorte de cerveau artificiel qui posséderait aussi une expérience intérieure, si effectivement la conscience est causée par une activité bioélectrique au sein de réseaux de neurones, on pourrait construire un cerveau artificiel qui posséderait, elle aussi, une expérience intérieure. Donc si on greffe ce cerveau artificiel dans le corps d'un robot, on aurait à ce moment-là un système, un artefact qui ne serait plus humain, mais qui serait une personne au sens où elle posséderait les trois caractéristiques de la personne selon Locke, à savoir c'est un être rationnel, un être qui pourrait avoir un sens moral et une conscience d'elle-même. Et donc là, ce serait une révolution, mais on en est évidemment très loin. Alors simplement, un dernier point parce que Guy disait, oui c'est vrai, on ne comprend pas tout à fait les systèmes et donc pourquoi vouloir les modifier, mais on n'a pas besoin, et donc c'est peut-être un peu effrayant, mais on n'a pas besoin de connaître complètement un système pour le transformer ou pour le modifier. Et sur la question par exemple, sur le système nerveux central, on peut aujourd'hui modifier le système nerveux central de rats via des modifications génétiques chez des souris transgéniques. On peut aussi, grâce aux interfaces cerveau-machine, permettre, c'est le grand fantasme au départ de Nicolelis, mais qui est devenu une réalité, permettre, grâce aux interfaces cerveau-machine, à l'esprit d'interagir au-delà des frontières du corps. Et là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité. Grâce à ces interfaces cerveau-machine, on peut, on capte l'activité bioélectrique de certaines régions du cerveau. Cette activité bioélectrique est transmise à des ordinateurs qui agissent sur un artefact, par exemple un bras électronique que le cerveau peut télécommander, mais ce bras électronique peut se trouver dans la même pièce, il peut se trouver au Japon et il pourrait un jour se trouver sur Mars. Donc imaginez-vous la potentialité de ces interfaces cerveau-machine de permettre à la pensée d'agir à distance. Et pourtant, on ne comprend pas de façon exhaustive le fonctionnement du système nerveux central. Voilà, on va devoir s'arrêter pour ce débat qui est passionnant. Moi, une des choses qui m'a le plus effrayé dans Harari, parce que j'ai aussi lu, c'est
quelque chose qui va nous arriver très prochainement, c'est le développement de l'intelligence artificielle, avec l'inutilité programmée de très nombreux êtres humains, puisqu'ils n'auront plus de travail. Oui, c'est ça, c'est le remplacement de l'exploitation par le fait d'être irrelevant, superflu. D'être superflu. L'exploité, il lutte parce qu'on lui mange une partie du gâteau à laquelle il a droit. Si vous êtes complètement inutile et superflu, et on n'a même pas besoin de vous, on vous exploite même pas, vous n'existez pas. Et là, la question des addictions va se retrouver, parce que je pense que pour beaucoup d'êtres humains, pire encore que l'aliénation au travail, c'est l'inutilité, c'est le plus terrible qui puisse arriver. Et il pourrait y avoir alors des tentations de s'échapper dans de très nombreuses addictions variées, chimiques ou autres. Alors, un dernier mot pour dire que Guy et Jean-Noël vont passer au 2e étage, et ça pour signer, pour une séance de signature. Et voilà, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup.